j'ai toujours été à fond dans la psychologie en termes d'immobilier, donc j'essaie de rentrer dans la tête du vendeur. J'essaie d'appuyer sur tous les points qui peuvent être en ma faveur. Donc voilà, on le tente. Et là, on est vraiment sur une stratégie à cash flow. L'idée, c'est quand même que toutes ces structures-là puissent te permettre de rapporter quand même, faire tourner un petit peu la machine pour acheter une résidence principale derrière de manière sécurisée. Exact. Quand on présente un dossier, on aime bien toujours rester pessimiste dans la mesure du raisonnable pour que les chiffres soient quand même plus proches de la réalité possible et pas envoyer du vent en banquier, quoi. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Money Tree. Aujourd'hui, je reçois Guillaume. Salut Guillaume. Salut. Ça va bien ? Ouais, toi ? Ouais, super. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui sur ce nouvel épisode. On va parler un peu de tes projets. Donc, on reçoit Guillaume pour discuter de son parcours, mais aussi d'une forme d'immobilier un peu particulière, qui est l'immobilier thermal. Alors, pas si particulière que ça, tu nous le diras, mais qui représente quand même un certain enjeu au niveau de ta région notamment. Donc, on est ravis de vous recevoir. J'espère que vous allez passer un bon épisode avec nous. C'est parti. Donc, Guillaume, merci en tout cas de nous retrouver sur le podcast Money Tree. Merci à vous pour l'invitation. Ouais, c'est top. On se connaît un petit peu quand même, depuis quelques années maintenant. Donc, c'est cool. C'est un peu comme à la maison, finalement. Donc, Guillaume, tu es multi-investisseur. Moi, c'est un peu comme ça que je peux te représenter, finalement. Tu as commencé à investir il y a quelques années déjà. Premier immeuble, deuxième immeuble. Aujourd'hui, combien ? 4 immeubles, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, 4 immeubles, donc de l'immobilier un peu classique et puis ensuite plus de l'immobilier thermal, je vais le définir comme ça, avec après une vraie stratégie d'exploitation derrière, puisqu'aujourd'hui c'est ton métier. C'est ça. Donc je vais te laisser te présenter rapidement, un peu nous dire comment t'en es arrivé là, quel est le parcours, et après on enchaînera sur plus de détails sur cette forme d'immobilier. Du coup, moi, je suis Guillaume, j'ai 34 ans. Du coup, je suis papa de 2 enfants, je suis en couple. Je suis chef d'entreprise donc, depuis l'année dernière et du coup, investisseur en immobilier depuis 2021. Donc, comme tu l'as dit, j'ai commencé par un peu comme tout le monde, par classique de la location pérenne. Et j'ai vite enchaîné, du coup, vu que mon marché s'y prêtait à la location thermale, parce que dans mon coin, il y a une station thermale, ouais. Okay. Voilà. Et du coup, t'es tombé comment dans l'immobilier, même en 2021 ? Qu'est-ce qui t'a fait tilt de te dire, ok, là, j'ai vraiment envie d'investir dans l'immobilier ? En fait, mon parcours est un peu alambiqué. En 2011, je rentre dans les piscines. Donc, je fais des piscines jusqu'en 2016. En 2016, je commençais à en avoir un peu le marre de ce que je faisais. Je pensais avoir fait un peu le tour. J'avais envie de prendre l'air. Donc, je pars 1 an en Nouvelle-Zélande avec ma compagne. Okay. Et du coup, au retour de Nouvelle-Zélande, je me dis, bon, j'ai envie quand même de passer à l'action, de faire quelque chose un peu de ma vie, plutôt que le salariat, ça commençait un peu à me fatiguer. J'avais envie peut-être d'être salarié, mais aussi de pouvoir développer mon patrimoine à côté. Donc, j'ai commencé à me former en Nouvelle-Zélande sur la fin de mon séjour. Et ensuite, en rentrant, j'ai passé la vitesse supérieure et j'ai enchaîné les vidéos, les formations, les séminaires, et ainsi de suite. Ouais, c'est bien. Du coup, tu as commencé avec... Quel type de bien en particulier ? Mon premier bien, du coup, c'est un immeuble de 4 appartements qui était déjà occupé. Donc, j'achète, tous les locataires sont en place. Donc, pour moi, ça me rassure, ça rassure la banque. Et donc, c'est un bien que j'ai toujours et c'est un bien qui est exploité en nu. Ok. Voilà. Donc, et ça tourne, ça tourne bien. Ouais. Et ensuite, deuxième projet, là, on se rapproche peut-être un peu plus de ce type de location thermale, puisque c'est un immeuble aussi, c'est ça ? C'est ça, en fait, c'est une maison de ville qui est divisée en 2 appartements et du coup exploitée en location thermale, ouais. Ok, voilà. Et c'est ça qui t'a donné envie c'est ça, exactement. D'enchaîner. Alors pourquoi du coup l'immobilier thermal, c'est quoi ce qui pour toi fait la différence ? Parce que là, tu as du nu, somme toute très classique en termes de location. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ok, là, il y a un marché, j'ai envie, parce que ça représente aussi de la location saisonnière, malgré tout, il y a une autre dynamique. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur ce marché ? Du coup, moi, en fait, j'ai toujours été convaincu que c'est pas nous qui décidons, c'est le marché. Donc, tu peux vouloir faire de la colocation, si t'es en pleine campagne et qu'il n'y a rien à côté, tu vas pouvoir en faire, mais tu vas vouloir en faire, mais tu vas jamais réussir à en faire et t'as pas le marché pour. Moi, j'ai une station thermale à 20 minutes de chez moi. Je me suis dit, bon, on va creuser là-dessus. Depuis que je suis petit, tout le monde m'en parle, me dit, ouais, c'est un truc de vieux, ça tourne pas, ainsi de suite. Je me dis, j'ai toujours, j'aime bien avoir mon avis personnel, faire mes essais. Donc, on a commencé avec ma compagne par acheter une maison de ville divisée en 2 appartements, donc un petit investissement, pour tâter le terrain un petit peu, voir le marché, un petit peu à quoi ça correspond, voir un petit peu la clientèle, voir comment ça tourne. On s'est aperçu que ça tournait relativement bien. Et c'est là qu'on a passé la marche avant et qu'on a enchaîné du coup les 2 suivants. Ouais. Ok. Du coup, sur ce premier bien, alors il y a un positionnement spécifique dans l'immobilier thermal, alors sur ce premier et sur les autres, parce que la location thermale, tu vas nous le raconter un peu, c'est pas tout à fait de la location saisonnière. Il y a une durée qui est pas du tout la même. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe la location ? En fait, c'est une durée spécifique. C'est des cures de... En fait, c'est remboursé par la Sécu. C'est quelque chose c'est médical.
C'est des cures qui durent 18 jours. Ok. Donc je sais que la personne rentre chez moi, elle part 18 jours après. Donc je sais que pendant tout ce temps, j'ai pas un ménage à faire tous les 2 jours. Donc pour moi, en fait, ça représentait... il y avait des avantages et des inconvénients, mais ça regroupait quand même tout ce que je voulais faire. Ça m'évitait d'avoir des locations courtes et d'avoir beaucoup de turnover, d'avoir surtout aussi la qualité des voyageurs. Je sais que c'est des gens qui sont assez respectueux, qui sont assez âgés, donc qui font pas trop de fêtes. Donc pour moi, c'était le bon compromis. Je mangeais un petit peu en rentabilité par rapport à la LCD en ville ou comme ça. Mais par contre, j'avais quand même une belle rentabilité et surtout des biens qui n'étaient pas abîmés et voilà, des locataires vachement respectueux, quoi. Est-ce que sur la location saisonnière, ce type de location-là, tu dois mettre en place aussi tout un tas de services, parce qu'on sait aujourd'hui la location saisonnière, il y a une énorme concurrence. Au niveau du thermal, c'est pas forcément encore bien développé. Alors il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans, mais est-ce que là aussi tu dois arriver à te démarquer, faire une jolie déco, des choses comme ça, ou tu peux rester sur quelque chose d'assez classique en location? Ouais, en fait, sur ma station thermale à moi, c'est beaucoup d'anciens, donc les logements, ils sont dans leur jus. C'est des décos des années 70-80. Ouais. Donc en fait, tu mets un style industriel ou un truc un peu joli, tu fais vite la différence. Donc c'est aussi pour ça que je me suis positionné là-dessus, c'est que j'ai vu l'état du parc immobilier, j'ai vu que c'était quand même assez facile de se démarquer, donc en faisant quelque chose d'assez simple mais beau, tu sortais vite du lot, donc c'est le parti pris que j'ai eu sur ces biens-là. Et après, en termes de stratégie, comment tu as analysé ton marché? Parce qu'au final, il y a des stations thermales qui ne marchent peut-être pas. Tu as une certaine plage, j'imagine. Enfin, voilà, tu as des mois où ça se loue peut-être pas bien. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu comment tu as imaginé la stratégie, comment tu as posé tes chiffres pour vraiment monter ce business-là? Ouais, du coup, moi, j'ai fait des recherches un peu comme une étude de marché. En fait, j'ai regardé un petit peu les chiffres de la station thermale en question, qui fait partie d'un groupe, donc la chaîne thermale du Soleil, qui appartient à des propriétaires qui ont pignon sur eux et qui sont quand même installés depuis un bon moment. Donc c'est ça aussi qui m'a rassuré. Je sais que s'ils sont là et s'ils continuent à faire des travaux tous les ans, c'est qu'ils croient en la station et que voilà, c'est quand même un groupe solide. C'est pas un mec qui gère ça en indépendant et qui peut avoir un peu des fois des difficultés à gérer ça. Je sais que c'est un groupe sérieux, donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles je me suis positionné là-dessus. C'est que la station thermale, elle est là depuis des années et elle est quand même vachement réputée, donc voilà. Est-ce qu'il y a des risques pour toi dans ce type de location-là? Les risques, après, c'est toujours lié au choix du gouvernement. S'ils arrêtent de rembourser la Sécu, c'est un peu c'est un peu l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Après, mis à part ça, pour moi, il n'y a pas grand risque sur ce genre d'investissement, quoi. Là, c'est toute l'année, du coup, dans ta station? Elle est ouverte toute l'année ou il y a des périodes de fermeture? Ouais, la station, là, elle est ouverte. On prend l'exemple de cette année, c'était 17 mars et 29 novembre. Donc, on a quand même une belle amplitude sur l'année. Et nous, on a fait le choix de rester ouvert toute l'année. Parce qu'on sait qu'il y a toujours des gens qui viennent, des travailleurs, des gens qui viennent en vacances. Là, j'ai encore eu des réservations pour Noël. Donc, on sait que c'est quand même un coin de la France qui est assez prisé, c'est assez sympathique. Il y a beaucoup de patrimoine historique. Donc, nous, on a fait le choix de rester ouvert toute l'année, alors qu'il y a beaucoup de propriétaires de la station qui ferment. Donc, ça aussi, ça nous permet d'avoir... On sait qu'on a moins de demandes, mais il y a aussi beaucoup moins d'offres hors saison. Donc, vu qu'on a des biens qui sont relativement propres, on arrive à remplir quand même vachement bien hors saison. Ouais. Et donc là, hors saison, tu remplis plutôt sur un modèle de location saisonnière classique, à la nuit, ce genre de choses? Tout à fait. À la nuit, on évite, parce que ça fait quand même beaucoup de turnover pour pas grand-chose. Mais oui, on s'est mis à 2-3 nuits minimum, et après on remplit sur de la location courte durée classique. Ouais. Ok, super. Du coup, ce premier projet, donc tu le disais, t'as donné envie d'enchaîner sur d'autres biens. Là où moi je trouve dans ton parcours c'est hyper intéressant parce que c'était très risqué de ta part de faire ça. Tu as fait 2 gros coups en très peu de temps. Donc l'idée c'est aussi que tu nous détailles un petit peu ces coups-là, puisque là voilà, on parle de 4 immeubles, on a parlé rapidement des 2 premiers, mais il y a les 2 plus gros, on va dire, qui sont juste après. Donc est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ces 2 projets-là, puisque ça s'est suivi un petit peu, là où tu en étais à ce moment-là aussi dans ta vie, puisque ça joue quand même dans ce côté un peu risque quand même malgré tout. Voilà, je te laisse y aller. Du coup, en fait, c'est un concours de circonstances. On arrive en 2023. Moi, je fais une rupture conventionnelle parce que j'étais reparti dans la société de piscine où j'étais avant de partir en Nouvelle-Zélande. Je fais une rupture conventionnelle parce que je montais à mon compte, parce que voilà, j'ai envie d'un peu avoir de la liberté de temps et je sais que je commence à avoir des biens à gérer, donc j'ai envie de pouvoir gérer mon emploi du temps pour pouvoir gérer aussi les locations. Et donc, à la base, je pars pour créer une société de piscine. Et donc je pars en vacances avec ma famille et pendant les vacances je tombe sur une annonce d'une résidence de 13 appartements dans la station thermale et Eric,
le fameux Eric, du coup, qui m'avait on avait déjà parlé de la location thermale, il m'avait déjà montré son intérêt pour ce genre de location. Donc moi, je me dis, ce que je fais en rentrant de vacances, je vais visiter. Donc je vais visiter, et pour moi, tous les voyants sont verts, c'est hyper rentable sur le papier, c'est hyper sain. C'est juste la déco qui est des années 75, donc c'est un peu vieillot, mais mis à part ça, pas grand-chose. Donc je contacte Eric, je lui dis écoute, là il y a un bien qui pourrait m'intéresser, est-ce que tu serais chaud de descendre et de le visiter avec moi pour potentiellement s'associer là-dessus. Lui, ni une ni deux, il descend, donc il vient à la maison, on va visiter ça, et il arrive au même constat que moi, de dire que le bâtiment est hyper sain, le projet est hyper rentable. Donc on se dit, allez feu, on y va. Et au final, on finance ce projet-là. On l'exploite une première année dans son jus, et là, l'hiver dernier, on a refait tous les travaux, donc on a refait les 13 appartements d'un coup. Et du coup, là, cette année, on exploite des appartements tout neufs, donc on voit une grosse augmentation au niveau du chiffre d'affaires. Donc là, sur ce premier projet, l'association, c'est pas la première fois que tu t'associes, mais parce que t'as un immeuble avec ta compagne, du coup. C'est ça. Donc deuxième association, ça s'est fait comment ? Toi, tu montes une société, lui, il a aussi une société de son côté. C'est quoi la structure que vous avez créée pour vous associer ? Du coup, on a créé une SAS. Okay. Donc lui achète via une holding et moi j'achète en perso. D'accord. Et donc oui, une association tout à fait classique. Au niveau du financement, ça s'est passé comment ? Ça s'est relativement bien passé, parce qu'après on a des profils assez complémentaires. Donc on a sollicité nos banques historiques et on n'a pas eu beaucoup de refus. On a vite réussi à financer ce projet-là. Ouais. Dans ce cas-là, étant donné que c'est déjà loué, vous montez vraiment le business plan sur la location thermale, puisqu'on sait que les banques n'aiment pas trop généralement quand c'est location saisonnière ou autre, ils ont besoin d'être un peu rassurés. Parce que là, forcément, le projet est déjà en place, tourne déjà. Donc là, ça c'est au niveau du montage du dossier, justement, comment est-ce que tu l'as travaillé un peu différemment du fait que c'était déjà loué, que c'était en plus de ça du thermal ? En fait, nous, quand on achète, on a déjà un chiffre d'affaires sur l'année d'après assez sécurisant. Okay. Donc déjà, c'est un élément qui a vachement rassuré la banque. Et ensuite, on fait un avis de valeur par un agent immobilier qui montre qu'on achète bien en dessous du marché. Donc c'est deux éléments assez forts qui ont été positifs dans notre sens pour financer ce projet-là. Ouais. Donc ce premier projet se fait, on y reviendra parce qu'il y a plein de choses à dire autour de ce projet. Mais du coup, tu as une autre opportunité qui se présente combien de temps après exactement ? Le premier avec Eric, on le signe en janvier 2024. Et du coup, le deuxième, on le signe avec Ellie en novembre 2024. Ok. Donc en fait, c'est quasiment le même timing. Je repars en vacances, je retombe sur un bien qui... Décidément. Je retombe sur un bien. Ouais, c'est ça, je repars en vacances plus souvent. Donc je retombe sur un bien, le même à 50 mètres, avec au lieu d'en avoir 13, il y en a 12. Les appartements un peu plus grands, un peu moins dans leur jus, un peu plus sympa. Et du coup, cette fois-ci, c'est Ellie qui m'avait dit qu'il serait intéressé. Donc je le contacte et on visite. Et pareil, la même situation. On se dit, on y va. Hein. Et là, parce que ta situation, elle a quand même un peu évolué. Puisque quand tu signes ce bien avec Eric, tu es encore dans ta rupture conventionnelle, je pense. Si je fais on est limite, on est sur la limite, mais voilà. Donc, en gros... Tu peux quand même présenter les fameux 3 mois de salaire, etc. Enfin, de relevé de compte et de bulletin, donc ça passe. Par contre, en novembre, on n'y est plus du tout. On n'y est plus. Donc là, du coup, ça se passe comment ? C'est financé en partie sur ton associé, du coup, qui est Ellie. Comment... Non, on est toujours à 50-50. Après, c'est toujours pareil, c'est l'histoire que tu racontes à ta banque. Et si tu arrives à donner confiance à la banque, après, c'est pareil, on a aussi 2 profils complémentaires. Ellie a aussi un patrimoine, lui, plus business, mais qui est vachement développé. Donc, l'un dans l'autre, on arrive à présenter un projet qui est viable et surtout avec des profils qui sont quand même assez rassurants pour les banques. Ouais. Même si on est dans une transition, autant pour moi que pour lui, on est dans une transition professionnelle, on arrive à présenter quelque chose qui est sérieux. Ouais. Après, c'est pareil, si c'est déjà loué, du coup, ça appuie aussi le dossier d'un côté. Exactement. La santé de la station fait que c'est encore plus positif pour présenter le projet. Et donc, là, cette station, donc, elle tourne, elle était aussi dans son jus, tu dis il y avait moins de travaux. Est-ce que là, comment ça se passe maintenant la gestion ? Parce qu'au final, tu te retrouves en un an avec une multitude de biens. Donc on est à 25 là. Plus, là on est à plus 25, plus les 2 d'en haut, 27, voilà. Plus les 4 en nuit. Donc voilà, ça fait un parc d'une trentaine de lots à peu près. Donc là, aujourd'hui... ça a sûrement un peu fait évoluer finalement le côté professionnel parce que tu me dis, au début, moi, je pars pour monter ma boîte de piscine.
Au final, tu te retrouves avec un plus 25. Il faut quand même les gérer, ces biens-là, j'imagine. Donc là, comment ça se passe maintenant au niveau de la gestion, de l'exploitation? Et c'était quoi ta stratégie? Et voilà, tu peux nous raconter. Ouais, exactement. Bah, du coup, j'ai pris un virage en voulant créer ma société de piscine. Du coup, j'ai vite orienté sur une conciergerie pour justement m'occuper de tout ça et faire de la gestion sur place de tous ces biens-là, parce qu'effectivement, ça demande du temps, ça demande de la gestion. Donc, dans un premier temps, c'est moi qui gérais toute la partie ménage. Là, j'ai réussi à déléguer à partir de depuis cet été, donc ça permet d'avoir un peu plus de temps. Mais c'est vrai que dans les premiers temps, c'était assez sportif. Ouais. Pourquoi tu as voulu gérer d'abord toi le ménage avant de trouver quelqu'un? Tu voulais te faire la main, c'était une logique de coût? Exactement, c'est ça. Déjà, une logique de coût. Et ensuite, oui, moi j'aime bien maîtriser tous les process. Avant de déléguer quoi que ce soit, j'aime bien être totalement. De pouvoir bien gérer tous mes process et de bien pouvoir tout maîtriser avant de déléguer. Comme ça, si jamais je sais que. Enfin, si jamais la personne à qui je délègue me fait faux bon ou elle peut plus le faire, je sais que je peux reprendre la main de suite sans avoir un intervalle de temps pour me former, pour reprendre. Voilà. Là, je sais que si demain elle arrête, je peux reprendre moi directement. Donc, j'aime bien maîtriser un petit peu tous les process avant de déléguer quoi que ce soit. Ouais. Ok, donc là maintenant ça y est, c'est en gestion pour les deux résidences, immeubles, les deux résidences. Après, oui, parce que là, on parle de résidence, mais ok. Donc sur le premier, vous avez fait quand même pas mal de travaux. Est-ce que c'était juste de l'esthétique? Est-ce que c'était des gros travaux quand même qu'il y avait à faire? Ouais, c'est quand même des gros travaux. En fait, c'est beaucoup d'esthétique, mais bon, on a dû refaire quand même toutes les cuisines, toutes les salles d'eau, tous les sols, peinture. Ouais, donc c'est beaucoup d'esthétique, mais c'est quand même des gros travaux. Après, sur des studios, vu qu'il y a un peu de volume, ça représente vite des gros travaux. Ouais. Et après, au niveau du bâtiment, est-ce que vous avez fait toiture, façade, ce genre de choses? On a refait l'isolation parce que c'était catastrophique, mais sinon tout le reste, c'était relativement sain. Ouais, donc, mis à part l'intérieur des appartements en termes de déco, on n'a rien touché. Ok. Donc là, aujourd'hui, ça tourne nickel. J'imagine qu'il y a des anciens clients qui doivent peut-être revenir dans cette résidence-là. Est-ce que ça joue quand même sur le prix, vous avez réussi à augmenter les prix. Enfin, après, c'est pas... On va pas non plus doubler, j'imagine, le prix, forcément. Il faut quand même rester compétitif et dans le prix du marché, mais ça joue quand même ce côté rénovation. Complètement, ouais. En fait, nous, le parti pris qu'on a pris avec Eric, c'est d'essayer de récompenser les clients fidèles qui restaient des anciens propriétaires. Donc eux, on leur fait un prix un peu plus attractif que les nouveaux. D'accord. Mais par contre, on a augmenté quand même un petit peu et on a augmenté un peu plus nettement pour les nouveaux. Ouais. Ok. Ça, vous l'aviez prévu, j'imagine, dans le business plan avec la banque quand vous avez présenté cette petite augmentation de tarifs suite à l'étude du marché, du coup. Exact. Et en fait, on a même augmenté plus que ce qu'on avait prévu. Donc, au final, quand on présente un dossier, on aime bien toujours rester pessimiste dans la mesure du raisonnable pour que les chiffres soient quand même plus proches de la réalité possible et pas envoyer du vent au banquier, quoi. Là, aujourd'hui, donc toi, le projet, tu as créé ta société pour les piscines. Est-ce que tu avais pas forcément anticipé, donc c'est un modèle de société qui peut tout englober, ou tu as dû recréer une société pour faire la conciergerie? C'était la même société qui gère les deux? Okay. En fait, je voulais créer la société de piscine, mais vu que je suis parti dans d'abord l'investissement avec Eric, j'ai reporté la création de la structure. Mais par contre, dans ma structure, effectivement, c'est une conciergerie, mais qui peut faire aussi de la gestion. En fait, c'est gestion de biens immobiliers et annexes. Donc, je peux faire de la gestion de piscine. Après, je peux pas faire de la construction, mais je peux faire de la gestion. Oui, mais bon, du coup, ça te permet quand même d'avoir plusieurs activités et de pouvoir te répartir un peu les choses. Après, c'était vraiment une volonté pour toi de garder ce côté piscine, ou l'objectif, c'est de te dire, ok, je le garde au cas où, j'attends de voir comment ça va stabiliser au niveau de la conciergerie, et petit à petit, tu enlèves cette activité-là, ou tu veux quand même le garder? Ouais, c'est un peu des deux, mais après, c'est une activité qui me passionne et dans laquelle j'ai un vrai savoir-faire, donc je pense qu'à terme, c'est une activité qui restera, je pense. Ok. Ouais. Donc là, maintenant, on est conciergerie, donc, qui gère du coup que ces biens-là. Non, il y a d'autres... Enfin, tout ton parc, en tout cas. C'est la conciergerie qui gère tout ton parc. Est-ce qu'il y a une volonté d'aller chercher d'autres clients, donc une clientèle du coup qui restera des investisseurs dans le thermal, ou est-ce que vraiment l'idée, c'est de se dire, ok, moi j'ai cette conciergerie-là, je gère mon parc et du coup je gère ces deux résidences, mais on fait évoluer, évidemment, grandir la société, mais on reste là-dedans, ou alors conciergerie, vraiment, faut que je vienne à apporter des nouveaux biens, d'autres investisseurs aux alentours? Oui, en fait, j'ai déjà récupéré quelques biens dans la station. Okay. Par contre, ceux-là, je les gère à 100%. Donc en fait, j'ai délégué les ménages sur les biens sur lesquels je suis propriétaire, mais par contre, tous les autres sur lesquels j'ai un contrat de conciergerie, là, c'est moi qui gère toute la partie ménage et ainsi de suite. Donc j'ai quand même développé un petit peu sur la première année quelques biens. Ok, et donc là, pareil, l'idée, c'est de commencer, toi, tu gères, et ensuite, une fois que tu as ton process qui est clair,
Tu commences à déléguer. Exactement. Ok. Là, comment ça se passe justement le choix parce que tu as quand même un choix de prestataires, de partenaires qui est assez conséquent, même si là au début tu gérais beaucoup de choses. Le fait de devoir déléguer, comment tu t'es organisé? Est-ce que tu fais quand même des entretiens, des choses comme ça? Parce que là, il y a quand même 25, même plus du coup, on va dire une trentaine de lots à gérer. Donc j'imagine que tu n'as pas une seule femme de ménage, tu dois en avoir peut-être plusieurs. Ou hommes de ménage, tu dois aussi avoir des hommes de main. C'est quoi ton parc, ou même si c'est pas encore développé, la stratégie justement de développement à ce niveau-là? En fait, au niveau femme de ménage, j'ai contacté une personne qui est dans l'immobilier aussi, qui est sur la station par contre, et qui a une équipe de 3-4 femmes de ménage. Donc je travaille avec elle sur tous les biens. Et après, oui, de temps en temps, on n'a pas fait d'entretien parce que c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître sur le temps, donc je sais que c'est quelqu'un de sérieux. Mais après, oui, effectivement, de temps en temps, quand je passe sur la résidence, je viens contrôler les ménages, voir si tout est réglo, tout est bien fait, pour jamais, si jamais il y a des trucs à remonter, je fais remonter, attention là, ça je préférais que ça soit comme ça, ou ainsi de suite, quoi. Ok, donc tu es vraiment derrière pour gérer quand même le truc. Ok. Faut toujours garder un petit œil, quoi. Parce qu'après, moi je sais comme j'aime que ce soit, mais par contre, elle a peut-être pas forcément la même méthode de travail que moi. Oui, donc c'est vrai. vu que c'est quand même... c'est à mon image, j'aimerais bien que ça soit fait comme moi je le demande. Donc c'était surtout ça dans les premiers temps, dire ça en fait je préfère que ce soit là, ainsi de suite. Okay. Et après homme de main, c'est moi qui... J'ai un paysagiste qui me fait tous les espaces verts, et après tout le reste, dès qu'il y a des petits dépannages qui sont dans mes compétences, c'est moi qui gère. Ok, pour l'instant c'est toi qui fais. Après l'objectif pareil c'est de déléguer cette partie-là ou pas forcément? Non, tous les petites bricoles je vais les garder. Après dès qu'il y a un petit peu de plomberie à faire et que c'est hors de mes capacités, oui j'ai un plombier qui parle à un élec, ainsi de suite. J'ai pas mal d'artisans dans le coin qui sont là pour dépanner. Tu as quand même constitué ton équipe, on va dire. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu chiffres, du coup, sur ces deux projets-là en particulier, pour comme ça, les personnes qui nous écoutent comprennent un petit peu l'intérêt aussi du thermal, finalement. Donc, détailler le prix d'achat et nous dire un peu ce que ça peut rapporter. Alors, à l'année, après, on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails chiffrés, mais histoire d'avoir une rentabilité, au moins quelques chiffres. Du coup, la première résidence avec Eric, on l'achète 251 800. C'était affiché 299, donc une petite négo. Et c'est une résidence qui nous génère entre 600 à 650 euros par appart, par cure. Okay. Donc on est à 650 par 13 sur les 9 mois d'activité. Et après là, cette année, c'est la première des tests hors saison, vu que l'année dernière on était en travaux. Donc on va voir un peu ce que ça dit sur le hors saison. Okay. On espère remplir au moins 50% les apparts pendant la hors saison. Donc on est quand même sur une belle rentabilité. On est sur un crédit qui nous coûte grosso modo 2400 euros. Okay. Et qui génère aux alentours de 8000 euros de rentrée. Là, vous avez acheté... les taux étaient quand même assez hauts encore en 2024. On a acheté à 4,29. Oui, c'est ça. Okay. Donc après, en soi, c'est pas forcément pénalisant puisque là, ça crache quand même bien, on va dire ça comme ça. Mais okay. Puis ça laisse du gras pour une renégociation future. Donc nous, après, c'est vrai que les taux, dans l'immobilier, c'est jamais des choses qui m'ont trop impacté. En fait, j'ai jamais trop négocié un taux. Je préfère avoir un oui. Sur un projet, je me dis c'est rentable déjà avec ce taux, et je me dis écoute, dans 5 ans si ça baisse, c'est que du bonus, je baisse mon taux, je renégocie et c'est encore plus de bonus, quoi. Donc si c'est rentable à 4,29, moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Tout à fait. Après, est-ce qu'on négocie un peu différemment? Je sais pas, est-ce que c'est un projet où tu vas négocier les IRA? Est-ce que c'est un projet où tu vas négocier des assurances particulières, des choses comme ça, ou pas forcément, et parce que ça vaut pas vraiment le coup dans ce type de projet-là? Ouais, non, là-dessus, on n'a pas négocié grand-chose en soi, mis à part un différé. Ok. Parce que pour nous, c'est toujours, ça fait toujours quand même si on savait qu'on avait des travaux, donc c'est justifiable, mais on avait quand même de la rentrée, on sait que la première année, on l'a exploité sans avoir fait les travaux, donc ça fait toujours de la trésorerie pour la société. Oui, tout à fait. C'est toujours rassurant. Là, c'était 1 an du coup de différé? On avait 24 mois de différé partiel. Ah oui, ok. Oui, donc là, on arrive sur la fin du différé. On avait une mensualité à moitié, quoi, à peu près. Ok. Et là, oui, vous arrivez du coup sur la fin de ces 24 mois. Ouais. D'accord. Et donc, pareil, j'imagine, au niveau du business plan de ce projet-là, est-ce que vous l'avez monté pour voir déjà en termes de rentabilité, que sur la période de thermal, et donc vous partez du principe que c'est 0 hors saison, ou pour déjà voir si c'est rentable, ou est-ce que vous êtes dit, bon, allez, on va prendre un peu de hors saison, mais vraiment, on va descendre au plus bas les chiffres pour se dire que si vraiment déjà on fait ça, ça sera que du plus, mais au moins sur le thermal, ça fonctionne bien. Nous, ce qu'on s'est dit avec Eric, en fait, on s'est dit, bon, pour le business plan, on va partir du principe qu'on remplit au maximum, et par contre qu'on fait 0 hors saison. Ok, d'accord. Donc c'est les chiffres qu'on a pris. On a pris le maximum de remplissage sur la saison avec les anciens loyers.
Donc avec les loyers avant augmentation et 0 hors saison. Ok. Donc Oui, donc tu te protèges quand même bien sur ton chiffre, sur tes prévisions, ton prévisionnel, tu te protèges vraiment bien des vacances locatives qu'il peut y avoir. Ok. Et donc du coup, si tu peux nous parler des chiffres de la seconde résidence. Donc la seconde, elle est affichée 336, on l'a négociée à 270 et c'est pareil, donc c'est quelque chose qui nous génère entre 580 et 620 euros par mois sur 12. Ok. Donc c'est à peu près pareil, quoi. Et donc la même stratégie en termes de business plan, même montage, vous partez Exactement, du principe 0 sur leur saison. Ok. Sauf que là on a un différé total d'1 an par contre. D'accord. Donc là pendant 1 an on a remboursé 60 euros par mois. Okay. Sauf qu'on avait... c'est beau. On avait de la rentrée, donc ouais, effectivement. Là, il y a des travaux aussi, un peu de travaux qui étaient on a remis les clims. Mais... Ouais, on a remis les clims directement. D'accord. La première chose qu'on a faite, on a mis les clims. Et après, là, c'est beaucoup d'entretien. Bon, ça va être un coup de peinture par-ci, par-là, remettre un peu d'équipement. Mais après, en termes de travaux, en soi, ça avait été rénové il n'y a pas très longtemps. Donc, ok. Ouais, donc bonne affaire là-dessus, puisqu'au final, 270 le deuxième, 250, c'est ça, tu disais, 255 251, ouais. 251 le premier, donc t'es qu'à 20 000 alors qu'il y a quand même eu moins de travaux dans la deuxième résidence. Là, on est sur des très belles négos. Ouais. Est-ce qu'il y a une stratégie là-dessus pour ça comment c'est possible de négocier autant? Parce qu'on part quand même sur des négos entre 40 et presque 50 000. Ça se passe comment de ton côté Après, là-dessus? nous, on est vachement dans la psychologie. Moi, j'ai toujours été à fond dans la psychologie en termes d'immobilier, donc j'essaie de rentrer dans la tête du vendeur. J'essaie d'appuyer sur tous les points qui peuvent être en ma faveur. Donc, après, voilà, on le tente. Hein. On sait ce que c'est. Tous les biens sur lesquels je me suis positionné, j'ai refait les calculs il n'y a pas longtemps. Je crois qu'en tout, sur les 4, il y a peut-être 185 000 euros de négo. Donc, au final, tu dis, en cas de bien, tu en as presque financé, t'as économisé le prix d'un cinquième, quoi. Et là, au niveau des vendeurs, c'est aussi tu le tentes parce que c'est des vendeurs qui veulent s'en débarrasser. Parce que, bon, en soi, même si c'est vieillissant, il y a quand même. C'était déjà loué, en tout cas pour la première résidence. Donc, tu dis, bon, quand même, c'est dommage parce qu'on sait très bien le prix de l'immobilier il y a quelques temps, combien c'était. On sait très bien que la personne qui est aujourd'hui propriétaire de ce type de résidence, même s'il y a des travaux à faire, elle s'est quand même fait un petit billet depuis le temps de location. Donc c'est quand même fou de se dire, ok, je vais me débarrasser de ça, et en plus avec une négo qui est quand même assez conséquente. Oui, en fait, nous, on a fait le constat, en fait, la majorité des propriétaires de la station, c'est des anciens. Donc ils arrivent en fin de cycle, ils n'ont plus trop envie de gérer, ils ont envie d'un peu lâcher la main. Comme tu dis, ils ont fait leur billet, ils ont acheté, il y a peut-être 20 ans ou 30 ans, ils ont acheté ça pas très cher. Donc là, ils voient passer 250 000 euros sur la table, on va les prendre. Hein. Écoute, ils ont 80 ans. Oui, ils n'ont plus rien à rembourser, c'est presque direct dans leur poche. C'est clair, donc ils se disent on les prend. Après, eux aussi, ils n'ont pas forcément flairé le potentiel d'évolution. Eux, en fait, déjà, la première résidence qu'on a achetée avec Eric, il y a 13 apparts, ils n'en exploitent plus que 8. Ah oui, pourquoi? Donc, pour les autres, s'ils en ont marre, peut-être. Ouais, voilà, parce qu'ils n'ont pas envie de gérer les 13. Peut-être qu'il y en avait un, ils avaient une fuite à la chasse d'eau, ils n'avaient pas envie de la gérer. Ou des trucs un peu à la noix. Donc, aussi là-dessus, on négocie là-dessus. On se dit, écoutez, vous voyez, nous, les chiffres, on ne peut pas partir sur 13 alors que vous en exploitez 8. Donc, c'est plein de petits comme ça, biais psychologiques qui rentrent en jeu. Et au final, on fait un prix et ça passe, quoi. Et vous arrivez à faire une très bonne négociation. Là, je pense qu'on est vraiment sur une négo de fou. Ouais, sur la première, on regrette même parce qu'on aurait peut-être pu aller plus bas. Tu vois, ça a été accepté sans contre-propal, donc on se dit mince. Ah oui, mais ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que du coup, est-ce que c'est mieux pour toi, parce que là on parle quand même de grosses négo, de vraiment être hyper agressif, quitte à vexer le vendeur et à perdre l'opération, ou l'être un peu moins, tant que t'es dans tes chiffres, c'est bon? C'est quoi ta philosophie par rapport à ça? Moi j'aime bien essayer de chercher le curseur, tu vois, d'essayer de trouver le bon curseur sans que ça les vexe et sans que j'ai un oui direct. Donc c'est vrai que c'est un peu, des fois c'est pas forcément évident, mais après ça dépend aussi du profil du vendeur, ça dépend aussi du marché. Forcément, si tu es sur un marché tendu, tu vas pas pouvoir faire une offre hyper agressive, à moins que le bien soit vraiment cata ou quoi, mais nous on sait qu'on est sur des marchés où une offre à 250, ils vont peut-être en avoir qu'une dans l'année. Donc on sait que le curseur là, on peut jouer un peu plus, quoi. Ça c'est intéressant aussi au niveau du marché, parce que pour ceux qui auraient envie de développer la partie thermale, déjà il y a toute une étude à faire sur la station, parce qu'il y a beaucoup de stations qui se meurent un peu quand même en France malgré tout, qui sont pas forcément hyper intéressantes en termes d'investissement. Donc ça c'est déjà un premier critère, dont tu disais tout à l'heure, l'étude de marché. Mais il y a aussi le côté où il y a peu d'offres finalement. Donc là, imaginons que
voilà, tu veux recommander à quelqu'un de pouvoir investir, tu veux donner des conseils. C'est quoi ton conseil vraiment pour choisir la bonne zone? Qu'est-ce qui fait que c'est une bonne station thermale où tu peux bien investir et où même s'il n'y a pas beaucoup d'offres, il y a des projets qui vont quand même valoir le coup? Pour moi, c'est une vraie étude de marché, il faut creuser, il faut se rendre sur place, il faut voir qu'est-ce qu'il y a autour, les points d'attrait, si les gens ils viennent que pour la cure, ou s'il y a un peu de patrimoine historique, ou s'il y a un peu de tourisme qui peut se développer à cet endroit-là. C'est vraiment ça, il faut vraiment creuser un petit peu le terrain, voir ce qu'il y a dans l'environnement. Quoi. Okay. Et après aussi, évidemment, regarder les chiffres de la station, parce que si c'est les propriétaires de la station, voilà le profil aussi des propriétaires, si c'est des gens qui n'ont pas forcément les reins solides, ou tu vois que depuis quelques années, ils font plus les efforts de faire les travaux, d'entretenir, peut-être même se rendre dans la station, voir l'accueil, voir la qualité un petit peu des services. Parce que c'est pareil, les gens ils viennent pour être accueillis, ils viennent pour passer du bon temps, donc si l'accueil c'est catastrophique et s'ils sont pas bien, les gens ils reviendront pas. Oui, c'est sûr qu'il y a ça aussi qui joue, puisqu'au final, toi, tu vas apporter une très bonne prestation dans tes appartements. Mais si la station, elle, est mauvaise, les gens vont pas forcément revenir. Ça. On est dépendant d'eux. S'ils sont nuls, dans les deux sens, si nous on est bons et qu'ils sont nuls, ça marche pas. Si nous on est nuls, eux ils sont bons, ça marche pas non plus. Les gens ils vont pas venir dans une station si les logements c'est tout pourri. Donc il faut que les deux soient un peu raccords et fassent au moins l'effort de faire un peu de qualité. Ok. Toi, est-ce qu'il y a une façon aussi de fidéliser ta partie clientèle? Donc, tu disais tout à l'heure de faire des réductions sur des gens qui t'habituent. Est-ce que vraiment tu as construit, parce que c'est aussi le principe de développer les conciergeries et la location saisonnière de manière plus large, il faut arriver à se démarquer, à construire un vrai parcours aussi client malgré tout, parce qu'on c'est du professionnel, on n'est pas en train de... Surtout là avec autant de lots. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu des éléments importants de ta stratégie? Comment tu construis la fidélité client? Est-ce que tu leur offres des petites choses? Est-ce que... Voilà. Ouais, en fait, nous, dans la stratégie, c'est surtout d'être hyper actif quand au moindre problème. Moi, je suis toujours sur le feu. En fait, dès que j'ai un appel, j'essaie de répondre au plus vite. Après, oui, comme tu as dit, du coup, le fait de fidéliser les anciens en leur faisant un prix un peu plus attractif. Et là, on est en train de développer une histoire de parrainage. On va essayer on est en train d'en parler avec Eric pour essayer de mettre quelque chose en place, vu qu'on sait que le bouche à oreille, il parle beaucoup dans la station, donc c'est à faire. Donc, ils parlent beaucoup, même quand ils sont en soins, ils sont tous les uns à côté des autres, donc ils parlent beaucoup. Tout le monde sait où les autres dorment, donc on va essayer de mettre quelque chose en place à ce niveau-là. On va essayer de creuser quelque chose d'intéressant, que les deux soient gagnants, celui qui amène et celui qui vient, qui gratte un petit quelque chose. Ouais, c'est assez malin au final, parce que c'est aussi une façon de se démarquer, puisque j'imagine qu'il y a d'autres résidences qui font pas du tout la même chose. Est-ce que dans cette station-là, il y a des concurrences plus des hôtels, des hôtelleries, ou un réseau d'hôtellerie, ou pas du tout? Non, très peu. Okay. Il y a 2-3 gros investisseurs qui ont pas mal de biens sur la station et qui font de la qualité. D'accord. Mais après, le gros de la masse, c'est des gens qui font ça un peu en amateurisme, qui ont 2-3 chambres ou 2-3 appartements et qui font ça un peu pour bricoler, quoi. Ouais, donc vous avez quand même une marge de manœuvre qui est assez intéressante sur cette station, parce que parfois on peut en avoir certaines où on a quand même des gros hôtels, etc. Puisque quand on parle de station thermale, il y a toutes les tailles possibles. Donc là, si les gens qui nous écoutent commencent à regarder la liste des stations thermales, il y en a forcément qui sont plus petites que d'autres, donc ça dépend encore une fois du secteur. Mais là, c'est bien parce que ça vous laisse quand même une belle possibilité d'évolution sur ce type de projet-là. Exactement. Puis on a l'impression aussi c'est un peu à nous de tout réinventer, quoi. Donc on se dit, à nous de creuser pour pouvoir trouver des trucs pour ramener les gens, pour les fidéliser, pour qu'ils passent un agréable moment et qu'ils nous recommandent. C'est encore plus challengeant, je pense. Non, ouais, c'est bien. Au final. Ça fait parler la créativité, c'est bien. Ça évite d'avoir un truc où tout le monde fait pareil. Donc là, c'est bien. Okay. Ça nous fait nous creuser un peu la tête. Oui, c'est sûr. Au niveau du coup des futurs projets, puisque là maintenant tu es bien installé, tu as une trentaine de lots. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as envie de racheter quelque chose? Et donc là, ça se fera d'une manière un peu différente parce que du coup, il n'y a plus le CDI, on va dire. Donc là, c'est vraiment basé sur ton profil d'entrepreneur aussi, au-delà de l'investissement. C'est quoi? Tu as envie de te développer? Tu as envie de racheter des résidences? Tu as envie de développer tes sociétés? Là, dans un premier temps, c'est vraiment développer les structures, faire une belle fondation, faire quelque chose de solide avec toutes les structures qui sont bien. Et après, je marche à l'opportunité, donc... je me refuse rien, je vois un petit peu ce qui passe, ce qu'on me propose et ainsi de suite, quoi. Et du coup, l'association, on n'en a pas forcément parlé, mais c'est quelque chose d'important. Le premier bien, tu l'as acheté tout seul. Ensuite, les deux premiers avec ma compagne. Ouais. Ok. Donc les 2 premiers avec ta compagne. Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui fait que tu te sentis à l'aise finalement d'investir avec Eric et avec Ellie? Puisque bon, quand ça reste dans la famille, c'est peut-être aussi plus simple des fois de s'associer. Mais après, il y a une logique où, ben voilà, quand on connaît pas trop, alors même si là, voilà, Eric et Ellie, c'est enfin, on va dire des personnages, à dire ça comme ça, mais oui, que tu connais, que tu as côtoyé un petit peu dans des réunions, des choses comme ça, des séminaires un peu dans ce domaine de l'immobilier. Mais malgré tout, entre le côté on s'entend bien et le côté on investit ensemble, il y a quand même un monde parfois. Donc, est-ce que voilà, tu as des choses à nous recommander aussi sur l'association? Ouais, après ça c'est un peu chacun. Moi j'aime beaucoup le lien avec l'humain, avec l'autre partagé. Après j'ai toujours fait du sport co, donc j'aime bien. C'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'anime de partager des choses avec des gens. Donc je pense que c'est aussi c'est un peu ça qui m'a motivé aussi pour m'associer et puis aussi bien choisir les profils quoi. Je sais qu'avec Eric et Ellie, j'ai pas pris des gens comme ça au pif. J'ai pas proposé le projet au pif comme ça, des gens que je croisais dans la rue. C'est deux profils sur lesquels voilà, je savais qu'ils avaient des valeurs alignées aux miennes et la même dynamique. Et après, est-ce que pour toi c'était important qu'ils aient aussi un certain patrimoine, qu'ils s'y connaissent déjà un petit peu ou pas forcément? Le patrimoine en soi, pas forcément, mais oui, après d'avoir une connaissance, de savoir qu'on était quand même raccord sur ce qu'on racontait, que voilà, qu'il n'y ait pas vraiment trop de décalage de niveau sur au moins les connaissances et le vécu un petit peu, quoi, même si voilà, forcément les deux sont vachement développés en termes de business, donc quand tu parles avec eux ou quand tu échanges, tu vois, chaque échange, tu t'en apprends beaucoup. Donc, et après, ouais, le patrimoine en soi, je m'en moquais qu'il y en ait un qui est je sais pas combien. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement, surtout les valeurs et la dynamique, quoi. Ok. Voilà. Là, ça se passe comment? Eux, ils sont aussi en gestion avec toi? Ou s'il n'y a que toi qui gères par le biais de la conciergerie ces résidences-là? Avec Eric, on est du coup tous les jours en contact pour échanger. Lui, forcément, à distance, donc il n'est pas sur site, mais par contre, il gère beaucoup l'administratif. Et après, il est toujours au courant de tout ce qui se passe sur site. Avec Ellie, c'est un peu plus... c'est un peu différent parce que lui est vachement focus là sur son développement business. Donc, il est un peu moins présent sur la résidence, mais c'est pareil, il est toujours au courant de tout ce qui se passe et on échange régulièrement là-dessus. Ok. Donc, les deux, en fait, l'idée de cette association-là, c'est de te dire, ok, moi, je veux vraiment qu'il y ait une synergie entre les deux personnes et que chacun puisse, on va dire, là où vous avez votre zone de génie, agir en conséquence et ça fait un bon équilibre finalement dans la gestion. Exactement. Okay. Et que chacun aussi puisse apporter sa pierre à l'édifice et propose ses idées, propose des axes d'amélioration, ainsi de suite. Est-ce que pour toi, l'association, c'était obligatoire pour pouvoir vraiment te développer? Parce qu'il y a quand même eu un step, alors même si les premiers sont en association, encore une fois, avec ta femme, mais il y a quand même un step entre les deux premiers et les deux derniers, on va dire ça comme ça. Donc, est-ce que tu penses que l'association a vraiment une valeur importante? Enfin, c'est un point important pour rentrer, voilà, pour vraiment développer à fond le patrimoine et les objectifs? Dans ma situation, oui, c'était une condition sans laquelle j'aurais difficilement pu financer les deux. Même le premier, je pense, j'aurais galéré un peu plus à le financer tout seul. Donc oui, c'était des solutions pour pouvoir me développer. Ouais. Tu le referais là aujourd'hui, en association encore? Oui, sans problème. Non, j'ai les deux associations, pour moi ça se passe très bien. Après forcément, dans des associations ou même dans n'importe quel business, quand tu es tout seul, tu as des petits couacs, tu as des petits trucs à gérer, mais bon, c'est la vie d'une société après. Oui, c'est sûr. Tu es toujours en train de réajuster, tu testes, ça marche pas, on fait quelque chose d'autre, ça marche, on le garde. Donc non, oui, sans problème. Là, au niveau de la sécurité justement de l'association, donc là vous êtes à 50-50 sur la société. Comment ça se passe si un de vous ne veut plus en être? Comment ça se passe si, je sais pas, tu as une logique de transmission à un moment donné, sachant que toi tu as des enfants, Eric et Ellie ont aussi des enfants. Donc est-ce que ça c'est des choses où vous avez réfléchi à ça, ou c'est vraiment décorrélé de votre vie perso et le jour où il y en a un des deux qui veut partir, à ce cas-là vous revendez tout et c'est terminé? Oui, après on s'est couvert un petit peu avec l'avocat fiscaliste, mais c'est vrai que c'est pas des choses qu'on aborde tous les jours non plus. C'est deux associations hyper fraîches, donc forcément quand tu t'associes dans un premier temps, c'est pas forcément les choses, on y pense, mais on s'est posé la question rapidement, mais c'est pas des choses sur lesquelles on discute tous les jours. Donc, ça peut être amené à bouger, peut-être un peu, à évoluer Peut-être, on verra. C'est pas dans les projets actuels, mais on verra après. Ok. Donc là, la suite, c'est tu développes ta conciergerie. Est-ce qu'il y a des envies de refaire la même chose? Est-ce que c'est à l'opportunité et puis tu verras comment ça va évoluer? Non, beaucoup à l'opportunité. Là, le prochain step, je pense, ça sera création de holding. Ok. Et après, à un moment donné, il faudra peut-être acheter une RP. Ok. Ouais.
qu'on soit quand même quelque part bien chez nous, quoi. Là, la holding, c'est devenu un peu, puisqu'il y a quand même 4... Alors, les 2 premiers sont en indivision, si je ne me trompe pas. Le premier, c'est du NU en nom propre. Il y a une SCI sur le deuxième. D'accord. Et après 2 SAS, plus la SASU pour la conciergerie. Donc là, la holding, pour toi, c'est obligatoire pour pouvoir mieux te payer. C'est quoi l'objectif de créer la holding ? Pour pouvoir enchaîner, ouais. Après, dans un premier temps, là, vu que les structures sont récentes et ne sont pas forcément hyper développées, pour moi, il n'y a pas grand intérêt à le faire là, dans la minute. Mais oui, c'est quelque chose qui viendra pour pouvoir faire des transferts de flux et pouvoir injecter dans une boîte ou dans une autre pour, si jamais besoin d'investissement ou de faire des travaux, ainsi de suite, quoi. Là, tu parlais de l'ARP, c'est un sujet qui est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, tu es locataire, du coup. Oui. Pourquoi avoir choisi de développer d'abord le parc immobilier avant de te dire, OK, j'ai mon chez-moi, voilà, ça c'est acté? En fait, on a tous, pas tous, mais moi, j'ai été élevé dans une famille avec un mindset traditionnel, donc le CDI, les enfants, enfin la maison, les enfants, la voiture, ainsi de suite. Et en fait, quand tu achètes une RP, pour moi, tu vas t'endetter au maximum pour avoir la maison la plus belle, mais après, t'as quoi pour investir? T'as 20 € par mois. Donc moi, ma réflexion, c'était d'abord j'investis. Comme ça, je mets ma capacité d'endettement dans du locatif, quelque chose qui me rapporte. J'essaie de trouver chaque opération que ça soit rentable, que ça me dégage du cash flow. Et ensuite, quand ça sera développé et que j'aurai des rentrées, à ce moment-là, je commencerai à regarder pour une RP. Oui, là, on est vraiment sur une stratégie, c'est intéressant de le préciser. On est sur une stratégie à cash flow qui doit permettre derrière d'enchaîner un peu plus facilement. Et encore, c'est pas toujours forcément le cas. Là, ça a été bien choisi, bien monté, les bonnes régions et tout, donc il y a quand même des bons choix à faire. L'idée, c'est quand même que toutes ces structures-là puissent te permettre de rapporter quand même, faire tourner un petit peu la machine pour acheter une résidence principale derrière de manière sécurisée. Exact. Du coup, pour toi, qu'est-ce qui te différencie, étant donné que tu as les 2 modèles, qu'est-ce qui différencie, et peut-être que tu en as un que tu préfères, immobilier thermal et immobilier classique? Après, c'est vraiment, moi, en termes de rentabilité, de facilité de gestion, le thermal, en fait, c'est vraiment pour moi le meilleur des 2 mondes entre la location pérenne, qui va être pas passif, mais qui va te prendre très peu de temps en gestion, et la LCD, du coup, qui va t'en prendre beaucoup plus si tu es dans un centre ou quoi, où tu as beaucoup de turnover. Là, j'ai 3 semaines, donc je sais que pendant 3 semaines, j'ai rien à faire, les gens sont là, ils vont m'envoyer 2-3 messages par-ci par-là, mais bon, en termes de gestion, c'est très peu. Et surtout, voilà, la qualité du locataire. Là, depuis que j'exploite sur les logements, j'ai pas un dégât, j'ai rien, mis à part une assiette cassée ou un verre. Soit j'ai rien, donc forcément, pour moi, c'est vraiment le meilleur des 2 mondes d'aller gratter le max de rentabilité sans toutefois arriver sur de la LCD classique, mais bon, en s'en rapprochant, et avoir quand même des locataires de qualité. Si tu devais donner, c'est un peu la question à chaque fois, mais un conseil ou en tout cas voilà, 2 ou 3 points qui te semblent vraiment essentiels à quelqu'un qui voudrait faire ce type d'immobilier-là, ce serait quoi? Déjà, bien se former, de bien s'informer, de bien prendre le temps de ne pas vouloir aller trop vite, de bien prendre le temps de connaître son sujet, de maîtriser. Ensuite, après, une fois que tout est maîtrisé, de passer à l'action, de vraiment, voilà, si c'est pour du thermal ou n'importe quel type d'investissement, mais de bien faire une étude de marché. Et après, une fois que c'est bon, d'y aller, quoi. L'emplacement toujours est prioritaire aussi, c'est un point qui est important. Après, oui, même en station thermale, nous on sait que là, les 2 résidences, on les a choisies aussi par rapport à l'emplacement. Ouais. Ok. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien de continuer tout ça, que tout ça se développe bien, et voilà, hein. Okay. Pas grand chose de plus. Non, c'est bien. En tout cas, bravo Guillaume pour le parcours. C'est hyper inspirant et ça motive aussi à aller vers d'autres types d'investissements parce qu'au final, c'est vrai que c'est un immobilier qu'on connaît peu encore. On parle beaucoup de la location saisonnière, mais en fait, c'est un peu une niche de la location thermale qui est méconnue. C'est pour ça que c'était intéressant aussi de voir comment ça pouvait se développer et si ça peut donner des idées, c'est parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir, et merci de l'invitation. C'était un plaisir de te recevoir en tout cas. Et on espère que ce podcast vous aura plu. On se dit à très bientôt sur Monitry. Maintenant, vous allez nous voir un peu plus souvent. Donc, c'est très bien. Julien nous a donné un peu plus la main aussi. Donc, ça, c'est super, super chouette. On se revoit très bientôt. Merci à tous.